c'est Lola, la Dolibérée. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi visiter l'IMOCA Maître Coq. C'est Julien Pulvé, le co-skipper de Yannick Bestaven, qui va nous présenter cette IMOCA. Allez, c'est parti! Coucou Julien, tu vas nous montrer l'intérieur d'un IMOCA, plus particulièrement de Maître Coq 5. Alors, l'IMOCA sur lequel tu vas t'embarquer là sur la Transat Jacques Vabre. Alors, raconte-nous tous ces secrets. Alors, les grands secrets, je vais vous montrer un petit peu comment on vit à l'intérieur du bateau. Tout à l'heure, on était dans le cockpit. Là, on se retrouve dans ce qu'on appelle la cellule de vie. Ouais. Donc, par définition, c'est là où les skippers vivent de manière un petit peu off, c'est-à-dire c'est l'endroit où on va dormir. Donc, soit dans la bannette, qu'on va voir juste derrière moi, qui est un petit lit, comme un petit lit de camp, hein, tout simplement. Tendu avec une toile qu'on va pouvoir régler en fonction de la gîte du bateau, donc l'angle avec lequel il penche dû à l'effet du vent dans les voiles. Donc on peut s'allonger ici, voilà, sur cette petite toile tendue, sur ce cadre carbone. On a juste à côté sous les yeux la cartographie, donc la carte. On aperçoit ici par exemple la France. Oui. Avec le bateau bleu, c'est là où on se situe, on voit là où on est et où on va. On a différents instruments qui nous permettent de naviguer et d'avoir entre guillemets des yeux électroniques à l'extérieur pour éviter les collisions. Sur le capot ici on va avoir le moteur qui nous permet de faire les manœuvres de port. Et là, la cuisine du bord, vous voyez, ce qui est le plus simple, le vrai campeur, qui est sur cardan pareil pour tolérer les mouvements du bateau, du vent. Et puis voilà, dessous on a un petit brûleur de camping, tout ce qu'il y a de plus simple, pour pouvoir permettre de chauffer de l'eau, pour réhydrater la nourriture du bord qu'on emmène. Oui, pour faire des repas de chef cuistot. Exactement. Voilà. On a juste derrière ici le toilette. Vous voyez, hein, j'ai pas fait plus d'un pas jusqu'à maintenant, donc tout est à portée de main. C'est sympa. Et voilà, donc ça c'est le seau qui permet au skipper de faire les besoins. Donc voilà un petit peu la cellule de vie qu'on a vraiment à portée de main ici à l'intérieur de Maître Coq 5. Merci beaucoup Julien pour cette petite présentation. Bon, alors comme j'ai été visiter le bateau un jour de pluie, vraiment grosse pluie, eh bien j'y suis retournée pour visiter l'extérieur du bateau en compagnie de Roland, le directeur général de Maître Coq. Le principe du bateau, donc c'est un IMOCA. Un IMOCA c'est 60 pieds, c'est-à-dire un petit peu plus de 18 mètres, d'accord ? 4,50 m de tirant d'eau, 29 mètres de tirant d'air. Ok ? À l'intérieur, on a 8 voiles. Alors on ne peut pas en avoir 9 ni 7, c'est la réglementation, c'est le règlement de l'IMOCA, d'accord ? Donc il y a 4 génaqueurs, 4 génois, il y a 2 grands voiles et un spi. Oui, ça fait beaucoup de matos. Voilà, ça fait beaucoup de matériel. Sachant qu'une voile, ça fait 100 kg. Donc on va s'assister de ces espèces de palans pour sortir une voile et la monter sur le pont au moment où on veut faire un changement de voile. Donc on imagine aisément quand Yannick est tout seul. Là ils sont en équipage, mais quand il est tout seul, c'est un truc qui est assez compliqué. Évident, Voilà, donc les appendices extérieurs ce sont les foils. Chaque foil fait à peu près 350 kg. On sait que le poids c'est l'ennemi. Et en fait le foil va descendre dans l'eau pour avoir un appui et redresser le bateau quand il prend le vent. C'est-à-dire qu'un IMOCA à foil ne gîte pas. Il va commencer à gîter, mais dès qu'il est en appui sur ses foils, il va redevenir horizontal. C'est ce qui fait la particularité de ce bateau. Et dans ces cas-là, il y aura très peu de frottement entre la coque et l'eau, puisqu'en fait le frottement va se regrouper sur la partie arrière du bateau. C'est ce qui explique que ces bateaux à foil ont une carène qui est un peu différente des anciens IMOCA, et encore plus quand on voit les bateaux à dérive qu'il y a ici. Alors ensuite, les foils, là aussi, le règlement nous autorise à les manœuvrer avec ce qu'on appelle un rake, c'est-à-dire qu'on va les descendre plus ou moins profondément. Et le rake, ça va être l'inclinaison du foil qui va permettre d'atteindre le bon réglage. Donc le principe du rake, c'est comme un bras. Un bras, quand vous mettez le bras à la fenêtre de la voiture, si vous levez la main comme ça, le bras va monter. Si vous baissez la main, il va descendre. Le foil, c'est exactement la même chose. Donc le règlement nous autorise à 5 degrés. D'accord. Voilà, donc ce réglage était extrêmement important parce qu'il va permettre de calibrer la vitesse du bateau pour atteindre les vitesses. Sachant que dans le cadre d'un Vendée Globe, la vitesse n'est qu'un des paramètres. Le plus gros paramètre, c'est quand même la fiabilité. L'image que j'aime bien utiliser, c'est que vous ne ferez pas les 24 heures du Mans avec une Formule 1. Voilà, elle va tenir 2 heures et après elle sera foutue. Voilà, donc on est plutôt dans une course d'endurance. Électricité, il faut de l'énergie à bord, il y a beaucoup d'informatique. Donc 3 sources d'énergie. Une qu'on utilise le moins possible, c'est évidemment le moteur avec le gasoil. Le moteur est plombé, bien entendu, sauf si on doit aller en sauvetage, comme ça s'est passé au dernier Vendée Globe pour aller récupérer Kevin. Ensuite, on a les hydrogénérateurs, on en a 2.
qui sont derrière. Et puis depuis cette année, on a mis des panneaux photovoltaïques. C'est ces espèces de paillassons là, qui sont sur le dessus et qui permettent, s'il y a pétole, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vent, quand même de recharger les batteries pour être sûr de ne pas tomber en blackout, en particulier dans des zones comme le Poteau Noir où il y a toujours un risque qu'il n'y ait pas de vent. Et s'il n'y a pas de vent, pas d'électricité, dans ces cas-là, il faut allumer le moteur. Donc là, on peut dire qu'on est en train d'atteindre un niveau d'autonomie qui est proche de celui qui est attendu. Ah, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup Roland. Je t'en prie. Merci Julien pour cette présentation. Merci Roland d'avoir terminé le travail de Julien. Et moi, je voudrais quand même noter une petite note spéciale que l'envol d'une ado libérée, ça serait pas l'envol d'une ado libérée sans ma rencontre avec Yannick Bestaven il y a 2 ans. Bien voilà, il a été mon mentor sur mon travail papier, écrit, de ce que je faisais, ce que je partageais avec mes frères et sœurs, ma famille. Il a été mon mentor là-dessus. On se suit mutuellement depuis lors et c'est d'une richesse incroyable. Il m'a apporté, même s'il ne le sait certainement pas, notamment au travers du film Les rêves ne meurent jamais de Sébastien Blémont, dans lequel on suit Yannick, mais aussi d'autres personnes incroyables qui ont suivi leurs rêves et qui aujourd'hui en vivent ou l'ont vécu. Et ce film-là, moi, il m'a totalement bouleversée, surtout qu'après ça, j'ai revu Yannick qui m'a dit « Mais Lola, je compte aussi sur toi maintenant pour transmettre ce message ». Et là, je me suis dit que, oui, en fait, et pour ça, il fallait déjà que je me l'applique à moi-même. Et donc, j'ai décidé que mes rêves ne mourraient jamais. Et aujourd'hui, c'est ce rêve-là, l'envol d'une ado libérée, ce projet-là, et je sais que je le monte, je sais qu'il s'est inventé, je sais qu'il s'est créé, parce qu'il y a eu ce bouleversement-là, ce jour-là, ce moment-là, cette rencontre-là. Cette rencontre finalement qui m'a fait aussi me rencontrer moi-même parce que grâce à ça, je me suis rendu compte que j'aimais rencontrer des gens, j'aimais rêver tout simplement. Et donc merci beaucoup Yannick, merci beaucoup Sébastien pour ce film splendide, merci Alexandra, merci Caroline, merci Julien, merci Roland. C'est toujours un plaisir de te voir et de discuter avec toi. Merci beaucoup aussi à Anne. Franchement, merci à tous parce que je ne serai jamais la personne que je suis, je ne serai jamais là avec l'envol d'une ado libérée si je ne vous avais pas tous rencontrés et si vous n'avez pas eu cette aura de bienveillance à chaque fois que je vous vois. Je pense que vous vous en rendez même pas compte, mais ça me porte. Donc merci beaucoup à vous tous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.